Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Arsenal. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Écoute, mea culpa, j'avoue qu'on a enregistré l'épisode hier après le match, directement après le match. Pour une fois, on était à chaud. Et je me suis rendu compte après 1 heure d'enregistrement que j'avais cliqué sur le mauvais bouton et que je n'avais pas enregistré ma partie. Donc au lieu de vous diffuser la partie avec simplement Alex, on a décidé de tout réenregistrer le lendemain. Donc ça arrive un peu tard, mais vous avez le temps de l'écouter avant le match de City qui arrivera dimanche. Donc voilà, petite victoire solide hier en Champions League à l'extérieur. Premier match, premier test. C'était vraiment un beau match, hein, en plus contre une équipe du top 4 qui a fini 4e en La Liga, c'est pas rien non plus. Un beau match avec beaucoup d'envie, de la qualité des deux côtés, j'ai trouvé. Et finalement, ce sont les finisseurs, comme dit Arteta, qui ont fait la différence. Il a emprunté ce terme au rugby, parce qu'on sait qu'au rugby, quand on a de la profondeur d'équipe, ça a toujours énormément compté. Et une équipe meilleure va vraiment imposer son physique et son style dans les derniers instants grâce aux finisseurs. Donc voilà, il a voulu rassurer Martinelli et Trossard en leur disant qu'ils comptaient tout autant que les titulaires. Et là, ils ont compté même encore plus parce qu'ils ont fait la différence. Voilà, Arteta, Merino et Zubimendi revenaient sur leur terre basque et contre le rival de leur ancien club, la Real Sociedad, donc le rival Athletic Bilbao. Ça a bien sifflé dans le club, bien sifflé Zubimendi, bien sifflé Merino. Ça a bien sifflé l'équipe en général. Je trouve que le stade était hyper chaud. Bonne ambiance, bonne performance, solide et on repart avec les 3 points. Ouais. Tu voulais faire une dédicace, c'est ça ? Je voulais faire une dédicace et puis puisque tu as parlé du fait que tu n'avais pas réussi à enregistrer, je voudrais quand même dire que hier, quand on a enregistré, tu m'as quand même fait une remarque sur le fait que j'avais du matériel pourri. T'as ton jamais casque du bon qui matériel. grésille. Ouais, voilà. Et là, t'as pas enregistré, donc bravo, voilà. Et moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Donc félicitations. En fait, là, il faut quand même que les auditeurs se rendent compte, les 3 auditeurs qui nous écoutent, que ce que ça fait de devoir réenregistrer. C'est comme si tu te séparais de ta copine ou de ton copain et on te disait non, bah finalement faut refaire toute la relation, mais tu refais toute la relation en sachant tout ce qui s'est passé, donc tu dois tout revivre, sauf que la deuxième fois, bah c'est pas comme la première fois et tu dois le revivre quand même et tu sais qu'il va y avoir une rupture à la fin, donc t'es dans un état d'esprit voilà, allez c'est bon, il y en a pour 3 ans, génial. Mais le point positif, c'est que si tu le refais une deuxième fois, il n'y aura pas la saveur des premières fois, bien sûr, mais tu peux réparer les erreurs que tu as faites. Tu peux peut-être améliorer les choses. Et tu peux peut-être faire en sorte qu'il n'y a pas de rupture à la fin, finalement. Et là, c'est comme ça, le podcast. On va tout réenregistrer. Donc là, voilà, je vais devoir redire les mêmes trucs qu'hier. Voilà, ça va être barbant. Mais ce ne sera pas barbant pour les spectateurs. Et surtout, je peux améliorer. Les analyses à côté de la plaque, eh ben, cette fois-ci, elles seront bien. Les blagues pourries qui sont pas drôles, cette fois-ci, elles seront drôles. Donc en fait, c'est positif finalement. Mais au final, voilà, c'est quand même si tu cassais avec ta copine ou ton copain et elle te disait ou il te disait, bah désolé, mais j'ai pas enregistré. Donc voilà. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que si on reprend la relation, on est reparti pour 3 ans, on peut rajouter un peu plus de gestes d'attention, un peu plus de mots, un peu plus de mots doux, un peu plus d'analyse de couple. Exactement. Parce que maintenant qu'on a un peu de recul, on est à froid, la passion est passée, on peut se concentrer sur quelque chose de plus rationnel. Exactement. Alors je voudrais juste faire une petite dédicace puisque je l'ai pas faite hier, donc c'est l'occasion. Je voudrais dire à Sylvestre, il est 15h30 passé, qu'est-ce que tu fous ? Les marchés sont ouverts. Dépêche-toi, tu vas vendre tes actions. Voilà, bon bah écoute, c'était complètement gratos. Je dois dire qu'avec le petit speech d'intro que tu as fait là, tu nous as mis une énorme pression pour avoir des bonnes analyses, des analyses pertinentes et des blagues un peu plus drôles. Donc c'est parti. Bon, abordons déjà le premier thème que moi j'ai noté qui nous permet d'aborder vite fait la composition, c'est le milieu de terrain, parce que le choix de notre trio au milieu était, on avait le choix entre Rice, Zubimendi et Nwaneri, Nwaneri étant le remplaçant d'Odegaard blessé. Quand on est à la maison, ça a été le cas. Alors que quand on a été joué à Liverpool, à Anfield, on a vu que Odegaard étant blessé, il a priorisé Merino comme 3e milieu de terrain. Et là, ça a été le cas. Il a mis Merino et Zubimendi avec Rice au milieu de terrain. Alors, la ligne arrière, le gardien et la ligne avant, c'était à peu près comme on s'y attendait. Madueke, Gyökeres, Eze. Et derrière, Timber, Mosquera,
Gabriel, Calafiori et Raya. Donc voilà. Donc un petit. Moi, je trouve que ce milieu c'est solide. J'aime pas encore leur alchimie entre à eux trois. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre Zubimendi et Merino. Peut-être parfois entre Zubimendi et Rice aussi, mais les trois, je trouve que ça n'a pas encore complètement cliqué. Mais après, leurs performances individuelles quand même à retenir étaient assez bonnes. Ouais, je suis d'accord, leur performance était vraiment bien. Et ouais, tu vois que Merino et Zubimendi, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça marchait plutôt bien. Après, c'est plus que ça marche pas leur alchimie, c'est plus que en fait les profils de ces trois milieux sont pas, c'est pas qu'ils sont pas compatibles, mais c'est que ça fait un milieu un peu comment dire, ça manque de créativité quoi. Il faudrait dans ces trois là, il faudrait qu'il y en ait un des trois qui soit un poil plus créatif quoi. Un petit peu un Nwaneri, un Odegaard, un Eze. Ça perdrait en physique et en comment dire, en physique, en sécurité quelque part, mais ça gagnerait en fluidité. Mais Mm. après, c'est quand même c'est un bon milieu, mais c'est plus un milieu, ouais, pour moi, c'est plus le milieu que tu mets pour les grosses équipes où tu vas pas avoir, où ça va être très serré, comme contre Liverpool, où tu veux vraiment pas laisser trop d'opportunités à l'adversaire. Mais oui, Mm. c'était pas mal. Mais en effet, avec ce milieu solide, ça t'empêche de te prendre des contre-attaques dans l'axe à toute vitesse. Ouais. Et la créativité, en tout cas le plan de jeu était ça, de créer des occasions par les ailes. Donc avec nos ailiers et nos arrières latéraux, donc ça a été le cas. Bon, et sinon, oui, en effet, je pense que le choix de Merino, du coup, je te vole tes arguments d'hier, le choix de Merino était dû au fait que retour sur cette terre basque, ça aurait été quand même un peu bête de le mettre sur le banc. Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit hier. C'est mon idée. Mais voilà, mais je t'ai laissé l'opportunité de le dire et comme tu l'as pas dit, Ouais, je me mais suis je dit, m'en bah, souvenais plus. Ah putain, c'était un coup de génie de dire ça en plus. Oui, bah voilà. Il jouait à Real Sociedad. Real Sociedad et Athletic Bilbao, c'est les deux clubs rivaux. Donc forcément, tu peux être sûr que Zubimendi et Merino, ils devaient être à fond pour ce match. Donc ça aurait été compliqué de ne pas mettre Merino. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre Rice, il a mis du temps à rentrer dans son match, hein. Et entre Zubimendi et Merino, ça clique un peu plus. On l'a vu je veux dire quand Merino joue un peu plus bas, donc comme contre Nottingham Forest. Et puis on avait fait qui où il avait joué milieu gauche? Non, c'était Nottingham Forest, ouais. Je trouve que ça jouait très bien. Et Rice était sur le banc. Et j'ai beaucoup aimé le duo Merino-Zubimendi. Après, ce n'était que Nottingham Forest. Et ils étaient complètement déliés, comme on l'a dit, hein, entre une pression, que les attaquants mettaient la pression haute et les défenseurs restaient bas. Donc, c'était pas très difficile de prendre le contrôle du milieu. Mais voilà, Rice, c'est pas la première année, j'ai l'impression que c'est sa troisième année, et c'est la troisième année où il met quelques matchs, la première on va lui pardonner, hein, mais il met quand même quelques matchs à rentrer dans sa saison. Et là, il a mis quand même voilà, un certain temps à rentrer dans le match. Les 20 premières minutes, on s'est bien fait dominer. Et à partir de là, je pense qu'on a repris le contrôle du match et on n'a plus rien lâché. Notamment grâce à je dirais, notre joueur le plus dangereux. Petite réserve un peu de frustration pour moi avec Madueke, mais quand même clairement tout passé par lui en première mi-temps parce que Eze n'a pas vraiment sorti son épingle du jeu. Mais Madueke, assez impressionnant dans ses percussions. Ça, j'aimerais pas être un défenseur en face, mais voilà, il manque toujours un peu le produit final, la dernière passe, la passe décisive ou le but. Souvent, il fait le mauvais choix. À un moment, il fait une petite passe à Eze en retrait, mais qui n'est pas assez appuyée. Ça laisse le temps au défenseur de tacler. À un moment, il fait un extérieur du gauche, il laisse entrer du droit, donc ça va droit dans les bras du gardien. Pareil, quand il fait un petit centre piqué. Un peu toujours le mauvais choix, ou en tout cas mal exécuté. Donc voilà, quelque chose à progresser. Mais en tout cas, en percussion, il n'y en a pas vraiment beaucoup des meilleurs en première ligue, il me semble. Non. Non, mais bon, ça fait que quelques matchs. Faut peut-être lui laisser le temps. Et il a de la marge de progression. Il a que 23 ans. Mm. Après, c'est pas dramatique non plus. Genre, pour moi, sur ce match à Bilbao, là, c'est vrai que c'était plus ce qui faisait qu'il a pas eu, je pense, d'assist ou autre, ou but ou quoi, qu'il a pas été décisif, entre guillemets. C'est que, oui, il faisait pas les bonnes décisions ou l'exécution était pas terrible. Mais par contre Nottingham Forest, pour moi, il a créé beaucoup d'opportunités. Je crois que dans les statistiques, c'est lui qui a créé le plus d'opportunités dans le match, 5 je crois. C'est plus que quand il faisait la passe, la finition, la personne à qui il faisait la passe finissait pas, ou Mm. c'était pas forcément lié à lui à 100%.
Même si il aurait pu aussi faire mieux, je trouve que le match contre Nottingham Forest, il aurait pu facilement se retrouver avec une assist ou deux. C'est pour revenir sur ce que j'avais dit, c'est que quand Ozil faisait des passes de dingue à Walcott ou à Giroud et qu'ils arrivaient pas et qu'ils étaient en 1 contre 1 avec le gardien et qu'ils faisaient n'importe quoi, on pouvait pas remettre trop la faute sur Ozil. Hein. Ozil, non, je veux juste dire cette statistique parce que je trouve ça assez drôle. C'est la saison 15-16, il avait 19 assists en première moitié de saison. Tout le monde pensait qu'il allait battre le record de Thierry Henry de 20 assists dans une saison. Et après, il n'a pas réussi à le faire parce qu'en fait, toute la deuxième moitié de saison, Giroud a juste complètement foiré toutes les balles que lui envoyait Ozil, quoi. Donc voilà, faut pas toujours, moralité de l'histoire, faut pas toujours mettre la faute sur l'ailier ou sur la personne qui fait la passe. Mais là, en l'occurrence, à Bilbao, c'était plus lui. En fait, c'est que comme c'est un problème récurrent déjà à Chelsea, c'est juste un peu bon. Voilà, attention, va falloir corriger ça. Il y a un je passif. je le trouve déjà meilleur que quand il était à Chelsea. Donc, il y a Non, un mais il y a un meilleur passif. système, il y a un meilleur cadre, ça risque de marcher, ouais. En tout cas, en percussion et tout ça, et surtout, la motivation, l'attitude du joueur, elle est incroyable. Et ça, Ouais. on peut pas demander beaucoup plus de lui, en fait. Pour l'instant, en tout cas. Je veux dire, s'il fait ça toute l'année, à un moment, on va se dire, bon, là, il y a des questions à se poser. Mais c'est comme Martinelli, hein, quelque part. C'est Martinelli, l'attitude, tu peux pas questionner son attitude. Mais là, ce qu'il a en plus, Madueke, c'est qu'il a plus confiance en lui et il met la pression à l'adversaire en battant le défenseur, en battant le défenseur latéral ou en battant le défenseur. Donc, Et on peut surtout, pas ça va demander être plus. épuisant d'être en face parce qu'il revient, il revient, il revient. On Ouais. dirait qu'il a la mémoire d'un poisson rouge un peu, tu sais, où il vient de faire un truc, ça n'a pas vu, il recontinue, il recontinue. Bah, c'est bien, hein, parce En qu'il perd face, ça pas doit être confiance. épuisant. Parce que il y a parfois où ça marche pas, où il rate, pas souvent, hein, mais et il s'en fout, il continue. Et ça, c'est super. Mais surtout, si tu veux épuiser les défenseurs pour ensuite faire rentrer Martinelli un peu après, c'est pas mal. Ouais, On c'est verra bien. coaching gagnant. Ouais, non, c'est juste que j'ai évidemment, comme les gens aiment bien un peu. Voilà, ils ont la mémoire courte ou alors ils ont été frustrés par Saka parfois. J'ai quand même déjà entendu des gens qui disaient sur les dernières performances, attention Saka à ta place de titulaire. Mais bon, Saka il est d'une efficacité et même s'il est moins tout feu tout flamme à toujours aller déborder, Saka il fait toujours la bonne option et en termes de produit final, but et assist, tant qu'il n'est pas blessé, il en sort à chaque fois. Donc Bah, le problème voilà. de Saka, c'est qu'aussi, je pense que quand il joue, ils mettent 3 joueurs sur lui, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, Et c'est ce qu'ils ont fini par faire avec Madueke en ouais, deuxième partie, quoi. ils ont fini On par le pouvait faire. plus. Mais Ouais. par contre, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais on va peut-être en parler quand on parle de Eze. Bah, j'allais embrayer avec Ouais. voilà sur l'autre aile, parce que comme on disait que la créativité devait venir des ailes, pour le coup, elle est vraiment venue de la droite et pas du tout de la gauche. Oui, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, je pense, bon, Eze a pas une super performance. Pour moi, c'est 6 sur 10, peut-être même moins. Mm. Mais c'est pas forcément la faute d'Eze. Enfin, oui, ok, clairement, il n'était pas à son meilleur. Mais je pense que c'est un problème que, en fait, il joue à gauche, sur l'aile gauche, Mm. mais c'est pas un vrai ailier. Et il a jamais été bon en ailier pur. Il n'a pas la vitesse, et puis c'est pas son jeu, quoi. Il est bon en dribble et tout ça, mais c'est pas il n'est pas assez puissant et rapide pour faire ça. En fait, si tu le mets à gauche, c'est qu'il va repiquer au centre. C'est qu'il va jouer en espèce de numéro 10, en fait. Comme on avait avant, quoi. Comme des Arshavin, des Nasri, etc. Où c'est un faux ailier qui revient vers le centre. Mais pour ça, bah, il faut que le défenseur gauche, enfin le latéral gauche, il tienne la largeur, qui reste Mm. large et haut. Calafiori, il montait, mais le problème, c'est qu'il montait un peu partout. Et c'est pas le genre de joueur comme quel exemple je pourrais te donner, un ailier gauche, je sais pas, c'est pas un Roberto Carlos, tu vois. C'est pas le mec qui C'est va. pas Andy Robertson. C'est pas Andy Robertson, même si il est excellent et il a d'autres qualités, mais c'est pas le même genre de joueur. Et en fait, si t'as pas ça, bah il peut pas vraiment repiquer au centre. Et c'est lui qui doit tenir la largeur à plein de moments. Et il peut vite se retrouver isolé et il fait pas grand chose. Et je trouve que c'est dommage de mettre Eze là. Alors c'est peut-être un plan qu'Arteta a. Sur le long terme, il essaye de le faire jouer là. Et c'est peut-être là ça marchait pas. En fait, il n'arrivait pas à repiquer vers le centre. Mais à voir s'il faut continuer comme ça. Parce que pour moi, quand j'avais dit il faut prendre Eze, parce que c'est vrai que je l'avais dit avant tout le monde, hein, bien sûr.
J'avais prédit. Bravo, quelle qualité de scout. Ouais. Mais en fait, pour moi, Eze, il fallait le prendre, et ça c'est clair. Mais c'était pas pour remplacer, c'était pas pour avoir une option à gauche, en plus de Martinelli et Trossard. Pour moi, Eze, c'était vraiment pour l'avoir en milieu central gauche, un peu comme on voulait le rôle qu'on voulait pour Havertz, un peu. Ou un peu un miroir de Odegaard, mais à gauche, ou carrément en numéro 10, donc à la place de Odegaard finalement. En numéro 10, soit central, soit à gauche, soit à droite, mais pour moi c'est plus ça. Et c'est pas impossible de le mettre à gauche, en ailier gauche, mais alors c'est un rôle particulier, c'est pas le rôle classique ailier gauche. Une autre chose, c'est que au-delà du fait que c'est compliqué pour lui de jouer en pur ailier, c'est qu'on passait que par la droite. Tout le temps par la droite. Il y avait des stats à un moment, je crois que c'était 50% des attaques d'Arsenal, c'était par la droite. Et en fait, je comprends pas parce que Eze, c'est un joueur qui a besoin de participer à la construction, un peu de mener les attaques. C'est un meneur. Donc, c'est très bien de passer par Madueke parce qu'il était excellent. Et c'était le plus dangereux, et c'est ça. Et il y a plein de moments où il était isolé quasiment un contre un, et bah oui, il faut le faire jouer à ce moment-là. Et c'est un problème qu'on a souvent à Arsenal, hein, d'être vraiment de pencher vraiment sur la droite offensivement. Et c'est assez dommage parce que ça veut dire que c'est plutôt, si on ne développe pas de notre côté gauche, on redeviendra assez prévisible et facile à arrêter. Pour Eze, après aussi, on pinaille parce que ce sont des joueurs qui viennent d'arriver. Notre ligne Mais d'avant, oui. ils ont quasiment jamais joué ensemble. Eze, il a jamais joué avec Calafiori, alors qu'il me semble que le mode de jeu de Calafiori qui apparaît à droite, à gauche, au milieu, tu sais, un peu comme les Théo, quand tu es à la fête foraine et que tu dois taper les taupes qui Ah sortent. ouais. Tac, tac, whack-a-mole. Il sort un peu à droite, à gauche comme ça. Et il faut s'habituer à jouer avec lui pour avoir cette alchimie de savoir quel espace je dois occuper selon lui Non, où il mais va. Et tu vois, nous, notre stratégie défensive, c'est du 4-4-2. Notre stratégie offensive, c'est plutôt du 3-2-5. Donc, tu as 3-2-5 avec Calafiori qui monte devant. En effet, l'idéal, ce serait que sur la ligne de 5 avant, Calafiori soit tout à gauche et Eze juste là à l'intérieur. Tu vois. Et peut-être qu'on y arrivera petit à petit. non, Mais même pour l'instant, il a été un peu absenté du jeu. Ouais. même en transition. En fait, si Eze il est positionné à gauche quand il y a une transition, par exemple, ils perdent la balle Bilbao et on se projette vers l'avant. Eze, s'il est tout à gauche, bah c'est bien, mais c'est pas sa meilleure position. Il faut qu'il soit plutôt au départ des attaques, quoi, qu'il soit un peu dans l'espace pour recevoir et ensuite faire la passe vers l'avant ou autre. Et Là, j'ai après, l'impression que plusieurs fois, il a tenté la course, tu sais, la course qui lui a fait faire la passe décisive à Nottingham Forest. ouais. Et il n'était pas trouvé, ou à un moment, Gabriel a raté sa passe, ou à un moment, Gabriel a perdu la balle. Donc, on voyait qu'il a tenté de récréer un peu ce qui avait marché contre Ouais. Forest, mais que cette fois, ça n'a pas vraiment marché. Ouais. Puis même, c'est pas, Mm. même si c'était excellent la passe qu'il a faite et l'appel qu'il a fait contre Nottingham Forest, c'est pas son jeu de faire ça, d'aller dans la Ouais. profondeur, d'aller dans le dos de la défense. C'est pas du tout son jeu à lui. Donc oui, il peut le faire. Et ça, c'est génial qu'il puisse le faire. Il est très versatile, mais en même temps, c'est pas ses meilleures qualités forcément. Mm. Donc après, c'est pas une critique de Eze, pas du tout. C'est plus au contraire, c'est plus le système ou les joueurs qui essayaient pas de le trouver assez souvent, ou le fait qu'Arteta le mette là. Mais bon, après, c'est que le début. On va bien voir. Hein. Ça va peut-être marcher au bout d'un moment. Il va peut-être trouver son rôle. Le problème, encore une fois, c'est que il y a toujours cette réserve de Arteta et les attaques. Arteta et les attaques. Est-ce qu'il sait tirer le meilleur de ses joueurs offensifs, ou est-ce qu'il les fait un peu régresser petit à petit au fil des mois? J'espère que c'est la première option. Parce que si on continue à jouer avec Eze sans s'adapter à son jeu pour le favoriser, exactement la même chose avec donc le joueur dont j'ai envie de parler maintenant, Gyökeres. Est-ce qu'on a envie que Gyökeres il soit le presseur numéro 1 ensuite à revenir jouer en appui comme il l'a fait là, et pas trop mal, il l'a plutôt bien fait? Ou est-ce qu'on a envie quand même d'exploiter un peu ses qualités qui sont de le lancer dans l'espace ou de bien construire pour lui donner le dernier ballon dans la surface? Parce que pour l'instant, il se retrouvait à jouer en appui. Bah, à ce moment-là, je préfère de loin Havertz si c'est comme ça qu'on va jouer. Tu vois. Est-ce qu'on adapte notre système? Il a eu 2 occasions, Gyökeres, en même temps.
encore une fois, ces 2 occasions sont de la tête. On sait qu'il n'est pas bon de la tête. Il a Donc, eu il une a une occasion belle au tête début. plongeante. Enfin, c'est pas vraiment une occasion, mais Oui, et quand il euh, court sur la gauche et qu'il il fait une passe au un gardien. un angle difficile, hein, quand même. Mais Bah, un angle difficile parce que lui, il se fait bouger par le défenseur. Enfin, moi, je pensais que non, parce qu'il justement, s'écarte trop. s'il était lancé, il allait courir plus vite et finir. Mais bon, peut-être que je pensais que c'était Haaland et c'est pas Haaland. Hein. Je sais pas si c'était compliqué l'angle. Je pense. C'est plus. Je pense que sa course lui permettait pas de se réorienter vers l'avant, vers l'intérieur. Il Ouais, ouais. était, c'était Le fermé. défenseur dès le était début. rapide sur ce coup-là. Hein. Ouais. Mm, mm. Mais Mais la tête plongeante aurait fait un super but ouais. sur le centre C'était à de côté. Timber. D'ailleurs, on avait critiqué, enfin, j'ai critiqué son centre il y a quelques épisodes. Donc là, le centre était magnifique. Euh, donc, est-ce qu'on va jouer pour s'adapter à Eze Gyökeres parce que c'est pas très difficile non plus, mais pour moi, ça demande peut-être d'avoir un milieu gauche un peu, un peu plus offensif. Parce que Rice, dans les matchs qu'on a vus ces derniers temps, a clairement la consigne de rester en retrait. Hein. Il est beaucoup plus bas pour accompagner Zubimendi plutôt que monter et lancer comme les années précédentes. Donc ça veut dire qu'on demande à Calafiori de venir faire le surnombre depuis son aile gauche, donc soit à gauche, soit en repiquant vers l'intérieur, pour jouer avec Eze. Donc, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que, encore une fois, on est trop conservateur? C'est-à-dire que, tu vois, avant, on avait Miles Lewis-Kelly qui restait au milieu au lieu de déborder par l'aile gauche. Et maintenant qu'on se dit, bon, bah, en fait, on change, on a un arrière-gauche qui va déborder, bah, en fait, du coup, c'est Rice qui reste. Donc, en fait, on n'a pas vraiment changé de style par rapport au conservatisme en possession. Est-ce que ça suffit pour Eze que Calafiori soit son seul soutien? Est-ce que Rice va devoir monter un peu, qu'on s'expose et qu'on compte ensuite sur Zubimendi, Gabriel et Saliba pour récupérer? C'est quand même, il va falloir l'oser un peu, je pense. Non, mais en fait, pour moi, si tu veux tirer le meilleur de Eze, voilà, il faut le mettre vraiment en numéro 10, qu'il ait un peu plus de liberté, qu'il soit plus central et qu'il soit plus près des autres joueurs, en fait, des autres joueurs offensifs. Ouais. Qu'il soit pas isolé, parce qu'en fait, sa force, c'est justement les combinaisons avec les autres joueurs. C'est ça, en fait. Et de combiner avec... tu vois, à Palace, il combinait avec Mateta vachement bien. Il combinait avec... peut-être pas Munoz, parce que Munoz, c'était à droite, mais à gauche, je sais plus qui ils avaient comme arrière-gauche. Ou avec, quand il y avait Olysée, il combinait vachement bien avec Olysée. Il avait un peu cette liberté. Et là, en fait, il faudrait trouver un système où il puisse se retrouver central et être assez près de Odegaard, par exemple, ou Nwaneri, assez près de Gyökeres pour pouvoir lui faire les passes. Parce que pour moi, si tu mets Eze dans le trou de numéro 10 entre la défense et le milieu, et que tu as Gyökeres qui fait des appels, à mon avis, il va le trouver souvent parce que c'est ce qu'il faisait avec Mateta. Après, c'est pas des espaces faciles à trouver, mais ou sinon, tu le mets dans la construction, donc il est un peu, tu le mets central, quoi. Tu le mets, mais c'est sûr que c'est plus offensif comme système. Mais si tu fais un milieu genre, je sais pas, Zubimendi ou Rice, et puis Eze Odegaard, pour moi, ça pourrait être bien. Ou même pas, ou alors tu choisis de pas mettre. Moi, je pense que même quand on a besoin d'un but, il va pas faire ça, malheureusement. Ou alors ou t'enlèves. En fait, J'aimerais, hein. Il y a aussi un truc de. On va pas jouer tous les matchs avec Odegaard, par exemple. Et donc, tu as plein de matchs où tu peux très bien mettre Eze en. Mais j'ai l'impression en qu'il veut numéro un 10. gaucher, là. Non, mais pas forcément à droite. Tu changes le truc, tu mets Eze à gauche. Il a le même rôle qu'Odegaard, mais à gauche. Et après, tu as Zubimendi et Rice à droite, par exemple. Mais tout ça, on est d'accord. C'est juste que. Est-ce qu'il va le faire? Ouais, on va voir. Ouais, Mais... il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait, cet équilibre-là. Ou alors tu trouves tu lui dis de repiquer carrément plus vers le centre et de jamais être sur l'aile. Et que c'est toujours. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on ne doit pas se formaliser sur la position dans la feuille de match et juste se dire va falloir juste occuper les espaces, revenir là où tu es le meilleur et surcharger de l'autre côté, quoi. Mais bon, voilà, c'est que le début. Parce on va voir. qu'il y a eu un moment où il a enlevé Gyökeres, il a mis Trossard. Là, je me suis vraiment demandé mais du coup, est-ce que ça veut dire Merino passe en pointe et ensuite Eze passe comme numéro 10 créatif, voilà, et Trossard prend la place d'Eze à gauche. Donc tu as une sorte d'inversion comme ça. Et non, pas du tout. Il est passé finalement en 4-4-2 jusqu'au moment où il a mis Martinelli. Il est passé en 4-4-2 où Eze était encore plus sur l'aile gauche. Et à droite, ça restait Madueke. Et devant, c'était Trossard Merino.
Et derrière, toujours Rice Zubimendi. Voilà. Donc, cette petite expérimentation a duré quelques minutes. Et ensuite, Martinelli est rentré. On est revenu à un 4-3-3 où il me semble que mais d'ailleurs, on n'est pas revenu à un 4-3-3. On est resté à un 4-4-2 avec Trossard, Merino devant, Martinelli et Madueke sur les ailes. Ce qui a plutôt payé. Mais j'ai l'impression que Martinelli était un peu... Voilà, ça, encore une fois, c'est un peu difficile de se dire il a joué telle ou telle position parce qu'ils intervertissent. Pas énormément, mais un peu quand même. Donc, bon, voilà. Est-ce que Gyökeres, il avait une bonne dégaine quand même, hein, quand il fait son tête contre tête et qu'il est revenu avec le bandeau, avec les yeux rouges, les cheveux blonds un peu ébouriffés. Il a une bonne tête de psychopathe. Moi, ça me va très bien hein, que nos autres attaquants de pointe aient une tête de psychopathe. Ce tête contre tête a réussi à calmer l'ambiance un peu parce qu'on était en train de se faire dominer et le stade était chaud. Quelques minutes avec un peu de sang et la pression est un peu redescendue. Et d'ailleurs, il me semble que c'est là qu'on a pris le contrôle du match. Voilà. Ouais. Et puis finalement, il a fait ça parce qu'il voulait le même bandeau que Madueke, mais Arteta lui avait refusé. Donc finalement, il a eu son bandeau. Le fameux bandeau de Phyllis. Ouais, pour Sylvestre, dédicace. Écoute, il y a un concept dans le football qu'on appelle coaching gagnant. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me dire, les changements sont arrivés hyper tard. Et à un moment, je me disais, tu veux pas faire des changements? Déjà, plusieurs choses. Eze ne fait rien. Pourquoi il sort pas? Bon, il a voulu sortir Gyökeres, mettre Trossard. Ok. Eze est resté. Ensuite, on n'a pas vraiment pris contrôle. Enfin, on n'a pas été plus offensif pour autant. On n'a pas créé plus d'occasions. Moi, je trouve que même Rice avait l'air épuisé. En plus, il a pris un carton jaune à la 7e minute. Mais bon, il a fait une performance assez professionnelle, mais il n'a pas été remplacé. Et plus tard, Martinelli est entré. Et là, c'est quand même assez rare dans le football pour être remarqué. Limite, avec assist et but de chacun, c'est leur premier contrôle à Trossard et Martinelli. Non, Trossard, il est là depuis quelques minutes. Mais bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons avant ça. Et ensuite, juste après, c'est l'inverse. Martinelli assiste avec son 3e contrôle du match et Trossard, son but. Donc, double coaching gagnant avec des joueurs qui en avaient besoin, surtout Martinelli, qui en avait besoin pour sa confiance. Je suis entièrement d'accord que c'est coaching gagnant. Mais coaching gagnant, c'est vraiment une phrase de beauf. C'est pour ça que j'adore. Ouais, mais... Ouais, d'accord. Mais, c'est nul comme phrase. Mais oui, c'était un coaching gagnant, effectivement. Parce que t'es pas un beauf, toi. J'ai pas dit que j'étais pas un beauf. J'ai dit que c'était une phrase de beauf. Ouais. Alors, du coup, coaching gagnant, bah ouais, excellent. Hein, bravo Martinelli. Je suis content pour mon petit Martinelli. Et puis, je l'ai jamais critiqué, à part au dernier podcast, bien sûr. Non, mais en vrai, franchement, pour les 3 auditeurs qui nous écoutent, franchement, je l'ai critiqué. J'ai toujours cru en lui. Disons que tu as cru en lui plus longtemps que moi. Si on veut par rapport à toi. Attends, mais toi, tu te plaignais déjà à la saison 22-23 où il était excellent. Tu te plaignais déjà. Mais quoi? Oui, parce qu'il est hyper frustrant, parce qu'il court tête en bas. Moi, en fait, je t'explique comment ça se passe. Je vois déjà des choses à l'avance que les autres ne voient pas. C'est ça qui se passe. Et ensuite, j'ai été validé dans toute l'année. C'est juste qu'il a une patience avec lui. Arteta, il a une patience avec Martinelli que je ne comprends pas. J'étais content hier. T'aimerais bien qu'il te prouve le contraire. Mais bien sûr, parce qu'il est dans mon cœur, Martinelli, parce qu'il est là, il est arrivé très jeune, il adore ce club, il travaille à fond, il défend à fond, il a un mental comme j'aime. C'est juste qu'à un moment, peut-être qu'il faut être sans pitié quand on a envie d'être champion. C'est vrai qu'il regarde par terre, c'est dur. Il regarde ses pieds. J'ai l'impression et que même là, son but, il a fait que regarder ses pieds. J'ai l'impression que c'est moi, quand je jouais au foot, quand j'avais 18 ans, que je regardais par terre, je courais sans voir ce qu'il y a. Tu vois. Et j'étais content, j'ai dribblé mon défenseur, mais après, je sais pas quoi faire. Non, mais c'est frustrant, c'est sûr. Surtout à ce niveau-là. Mais moi, je l'aime bien, Martinelli. En fait, j'ai encore un mince espoir qu'il puisse retrouver... Il a que 24 ans. Il peut encore retrouver la forme qu'il avait à la saison 22-23, où c'est sa meilleure saison, où il était incroyable, en fait. Quand on y repense, on se rendait peut-être pas trop compte, mais il était vraiment hyper fort. Et il avait que 21 ans. Et il n'y a pas de raison qu'il puisse pas retrouver un niveau similaire. Parce que même si tu regardes... La saison 23-24, il était pas mal blessé, il a pas trop joué et tout. Mais la saison dernière, bon, il était frustrant, mais il a sorti quelques petits moments sympas quand même, tu vois. C'est pas non plus qu'il était complètement nul. C'est juste là, il a fait 7 performances contre Liverpool qui étaient extrêmement frustrantes. Et vraiment, même les choses qu'il arrivait à faire avant, là, il arrive même pas à les faire.
Et là, c'est sûr que ouais, c'était pas cool. Mais en même temps, c'était un match où on était sans Saka, où ils ont pu mettre un peu plus de défenseurs sur lui aussi, où ils se sont dit, bah Bartier, il est quand même dangereux, il est rapide, on va le bloquer. Et donc forcément, c'était difficile pour lui. Mais je pense que Liverpool, il l'avait identifié comme danger parce qu'il a marqué plein de fois contre eux à Anfield. Enfin, plein de fois, 2 fois, je crois. Mais c'est quand même beaucoup. Mais là, en tout cas, excellent. Petit contrôle de la tête, un peu pas fait exprès, enfin, fait exprès, mais il n'a pas fait exprès de mettre dans le vent le défenseur parce qu'il sort derrière le contrôle parfait avec En fait, j'adore le ce pied. contrôle de la tête. Il se foire parce qu'il la met trop en arrière. Mais du coup, ça envoie le défenseur adverse en contre-pied. Ouais, Et ensuite, le deuxième contrôle est tellement beau que ouais. c'est trop tard pour l'autre pour le rattraper. En fait, le défenseur qui s'est fait avoir par le contrôle de la tête, s'il avait commencé à courir vers le but, il aurait pu l'arrêter. Mais comme ce contrôle de la tête est foiré, il freine le Bah, défenseur. après, Et il c'est là foirait, c'est cruel, c'est dur comme Non, contrôle. oui, c'est dur, mais le jongle derrière est incroyable Ouais. et récupère Et la tête. surtout, Et après, la passe de Trossard est dingue. et après, c'est quand même dur. Conduite de balle parfaite pour arriver en 1 contre 1. Il tire, c'est quand même un peu sur le gardien, mais ça rentre quand même. Donc, impec. Et en plus, après, derrière ça, c'est lui qui fait l'assist pour Trossard parce qu'il dribble le défenseur. Il se dit, allez hop, c'est ça que je veux voir de Martinelli. Il arrive, au moins, tu vois, s'il n'y a pas le reste, au moins ça. Genre, j'arrive, hop, je dribble le défenseur, je me pose pas de questions, je le mets dans le vent, et après, je la remets au centre, et Trossard qui la met. Trossard qui avait quand même du boulot. Je montre à Madueke ce qu'il faut faire après le dribble. Ouais, bon. Non, mais Madueke était excellent. Franchement, on ne peut pas le critiquer. Mais ouais, génial. Et Trossard, encore une fois, décisif, quoi. Mais lui, on est habitué. Enfin, décisif, je veux dire, en remplaçant. Entrée parfaite de Trossard, encore une fois. Ouais. Et il doit être ultra frustré de ne pas commencer les matchs. Parce que, je l'ai dit hier quand on n'avait pas enregistré. Enfin, moi, j'avais enregistré, mais pas toi. Mais je l'ai dit, Trossard, on le sous-estime, je pense, inconsciemment. Parce que voilà, c'est Et pas les gens qui sont prêts à le vendre, moi je me disais, mais attendez les gars, il non, apporte mais quelque chose Trossard que personne d'autre ne fait. D'être oui. aussi on-off, en une fraction de seconde quand il doit rentrer, il est direct, tu as l'impression qu'il a joué tout le match. C'est vraiment de loin notre meilleur remplaçant. Le vendre, c'était pas non plus la fin du monde, si tu retrouves peut-être quelqu'un pour le remplacer, mais dans le sens où peut-être tu regardes pas forcément par rapport à cette saison, mais par rapport au club, il a quand même, je crois, 30 ans ou 31. Il est bon et tout, mais tu te dis, bah oui, c'est peut-être mieux de le vendre maintenant pour le club, je comprends, tu vois. Il va peut-être pas forcément s'améliorer. Mais après, c'est clair que si on veut gagner le titre cette saison, il fallait le garder. Tu vois, c'est. Mais ça, je pense ça de tous les talents. En fait, à chaque fois, on parle de vente parce qu'il y a une question de business et que l'année prochaine, on pourra moins acheter si on n'a pas beaucoup vendu cette saison. Mais quand même, moi, je me dis, si tu parles juste en tant que fan, Bah oui. fan pur comme un enfant, tu vois, c'est pas notre argent. Tu as envie d'avoir toutes les armes possibles pour gagner. On n'est pas non plus à un truc de saturation où beaucoup de joueurs seront malheureux. On lui a doublé son salaire, même si on n'a pas prolongé son contrat. On se dit, bon, bah voilà, toi, tu vas être le sub qui sera peut-être le troisième, mais on te double ton salaire. Et il se chauffe dès qu'il entre. Donc pour l'instant, on arrive à gérer l'équipe. En plus, pour on l'instant, l'appelle ça le va. finisseur maintenant, donc ça va. Son mental va mieux. Et puis ça va, je pense que en plus, c'est un joueur, même s'il est remplaçant, je pense comme tous les joueurs, il a envie de jouer tous les matchs, bien sûr. Mais je pense que quelque part, c'est plus facile à lui pour l'accepter, de par son âge, de par le fait qu'il est quand même arrivé au football au haut niveau, au très très haut niveau, relativement tard. Même si à Brighton, c'était au niveau aussi, mais je veux dire, pour lui, je pense être à Arsenal, c'était un. Parce que je crois que lui, il jouait à Genk avant. Mais même avant Genk, je crois qu'il était. Même avant qu'il ait genre 25 ans, il était pas dans un club en première division, je crois. Je pense que pour lui, c'est une trajectoire vraiment un peu comme Eze, quoi. Je pense que jamais il pensait quand il avait 20 ans qu'il serait un jour dans un grand club comme ça. Et je pense que pour lui, c'est pour ça qu'il accepte ça aussi. C'est qu'il se dit, c'est génial d'être dans un grand club, d'avoir l'opportunité de peut-être gagner des titres. Et donc peut-être quelque part, il accepte ce rôle de, voilà, j'aide l'équipe. Je commence pas tous les matchs, mais j'aide l'équipe. Je donne le maximum. Donc après, moi, j'adore ce joueur. Et c'est un joueur excellent. Je veux dire, c'est pas une superstar et tout ça, mais il est excellent et c'est un des meilleurs finisseurs du club.
Je trouve on a développé avec les années quelque chose qu'on remarque plus trop, mais qui est important à remarquer, c'est notre gestion de fin de match. Quand on mène, comment tu gères pour ne pas te faire noyer d'occasion par l'adversaire, surtout quand on est à l'extérieur comme ça. Franchement, moi je me souviens de l'époque où on était en Europa League contre une équipe genre Olympiakos et qu'on se retrouvait à peut-être que si on menait à l'extérieur, mais on se prenait 20 minutes de pluie d'occasion ou un but à la dernière minute avant un raté d'Aubameyang derrière. Je sais pas si tu te souviens de cette époque où je passais des jeudis soirs tout seul à la maison quand mes potes qui étaient en Champions League sortaient le jeudi. Euh, voilà, ces années-là sont loin. Bah, tu pouvais sortir aussi. C'était important. J'étais là devant mon projecteur tout seul avec mon cœur qui faisait une descente d'organes à l'intérieur un jeudi tout seul. C'est vraiment les dark times du fan d'Arsenal, quoi. Je dois dire que là-dessus, t'es quand même un fan dédié parce que je crois que j'ai vraiment rarement regardé des matchs d'Arsenal le jeudi soir en direct en Europa League. Je regardais vite fait les highlights. Je me sentais d'autant plus seul parce que normalement on regarde les matchs en même temps et je peux t'écrire. On s'écrit par message un peu ce qui se passe. Mais quand il y a personne à qui écrire, je regarde le match et je souffre tout seul et je peux même pas évacuer en envoyant à quelqu'un. Et c'était ce qui se passait. Parce que toi t'étais à la danse ou je sais pas, non? La danse classique. Ou au théâtre le jeudi. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais et c'est aussi surtout que j'avais pas trop d'intérêt à regarder ces matchs de merde. Pas le temps? Non, pas l'envie. Moi, je dois avouer qu'il y a une époque Arsenal où j'avais du mal à suivre. Il y a un moment où j'ai dit, franchement, j'en ai marre. Je crois que c'était la saison, c'était après la saison 15-16. Je crois que c'est la saison à partir du moment où on n'était plus en Champions League et tout ça là, j'ai commencé à dire non, j'en ai marre. Quand il y avait Mustafi et tout ça là, Mustafi, le mec grec là, comment il s'appelait? Socrates, Gabriel, l'ancien Gabriel, rappelle-toi. Mais Gabriel qui était Gabriel qui est à Valence, qui était à Valence après. Qui était à Valence, qui était le mentor de Mosquera. On voit le résultat. Ah bah voilà. Ce Gabriel là, on s'en souvient tous. Qui on avait d'autres? On avait quand même David Luiz. David Luiz encore, il pouvait te sortir des bons matchs. Je crois à la FA Cup, la finale de la FA Cup, il avait fait un match excellent. Tu vois, donc il y avait quand même, c'était pas tout mauvais. Willian, bon, c'était juste une mauvaise saison. Carl Jenkinson, Callum Chambers, Rob Holding. Rob Holding, alors lui, ça a duré longtemps. Quoique encore, Rob Holding, quand il était jeune, il était prometteur. En 18-19, la première saison de Emery, il était vraiment bon. Il s'est blessé malheureusement. Je crois qu'il s'est fait les croisés et il est jamais revenu après ça. Mais non, c'est parce qu'il s'est fait des implants de cheveux et puis il est jamais revenu. Ouais, Gabriel contre, aussi. Lui, il a développé une qualité à Arsenal à un moment. Il a été spécialiste d'être le 5e défenseur. Ça, il était bon pour ça. Si c'est Arteta, il faisait ça au début. Oui, mais ça marchait bien. Il voulait pas changer un défenseur, il voulait juste rajouter un défenseur, il mettait Holding. Ouais, c'est ça. Ça marche. Non, mais voilà, là on a un contrôle. Quand tu vois Timber contrôle, Zubimendi contrôle, même Trossard contrôle. Les fins de match, les mecs, ils arrivent à faire la passe à 10. Merino, franchement. Non, mais surtout, ce que j'aime aussi, au-delà de la gestion tactiquement et tout ça, et surtout la mentalité des joueurs, qui sont mentalement, ils sont forts parce qu'ils se laissent pas influencer par le stade, ils se laissent pas influencer par la pression des joueurs adverses. Ils restent relativement calmes, ils prennent les bonnes décisions, ils lâchent rien. Ils font pas des fautes stupides ou tu vois, ils font pas des passes bêtes. Voilà, ils perdent pas le ballon, même s'il y a eu quelques fois où ils perdaient le ballon un peu, mais c'est normal. Au-delà de tout ça, je trouve que on a le côté un peu cynique qu'on n'avait pas avant. Et ça, je suis désolé, mais moi j'aime ça. Franchement, je suis désolé, mais tu veux être champion, tu veux gagner la Champions League, tu veux gagner la Première Ligue, t'es obligé de jouer comme ça. Tu veux gagner la Coupe du Monde, t'es obligé de jouer comme ça. Parce que sinon, t'es naïf. Parce que t'as les puristes qui vont dire ah mais ils perdent du temps, ils font exprès, ils se roulent par terre alors que c'est pas faute. Pour moi, si tu peux faire ça et tu dois faire ça, dans la mesure où c'est pas non plus abusé quoi. Parce que t'as des équipes qui abusent. Mais je veux dire, si tu gagnes 2-0 ou 1-0 et il reste 5 minutes, bah bien sûr que tu vas faire ça. Je veux dire, toutes les équipes le font. Toutes les équipes le font. De tous les niveaux. Je veux dire, dans tous les championnats, tous les niveaux, toutes les équipes font ça.
Et il n'y a pas de raison. Et si tu es une équipe qui est là, non, mais nous, on fait du beau jeu, non, on est au-dessus de ça, on va pas perdre du temps, on va pas faire semblant qu'on a mal alors qu'on n'a pas mal. Bah non, en fait, tu es naïf. Alors après, il y a un argument de dire le foot, c'est un peu moche à cause de ça. Et ça, je suis entièrement d'accord que ce serait mieux sans ça. Mais après, si toutes les autres équipes le font, bah il faut le faire aussi, quoi. Mais moi, moi, j'adore quand je le vois. Je trouve ça plus impressionnant, évidemment, le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand Arteta veut toujours est obsédé par le contrôle et la domination, enfin la dominance, il appelait ça. Ouais. Je crois qu'il appelait dominance, et donc au-delà du contrôle, c'est vraiment. Et très souvent, on est frustré parce qu'on trouve ça trop conservateur. Mais en fait, quand tu gagnes 2-0, les joueurs, ils ont les automatismes du contrôle, Ouais, puisqu'ils ont tellement appris le contrôle que du coup, c'est pas vraiment juste je tape la balle loin et ensuite, quand il y a une touche, je la dégage, comme ça, ils perdent du temps. C'est je contrôle le temps qui déroule, et ça doit être très frustrant pour l'adversaire. Mais ça, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a presque réussi à alterner un peu un truc où on avait le contrôle, ça marche pas, il fait des changements, et là on apporte un peu de chaos, même avant les changements, un peu de chaos, un peu des ballons un peu plus directs, un peu les joueurs, tu sentais que les milieux, ils essayaient direct de faire la passe vers l'avant sans trop se poser de questions, quitte à la perdre, et à se prendre une transition, parce qu'on s'est pris quand même pas mal de transitions, on a eu de la chance que Bilbao exploite pas. Mais je me dis, ça c'est bien aussi, parce que c'est genre, ok, ça marche pas, on prend un peu des risques, parce que t'as rien sans rien. À un moment, si tu veux gagner, tu dois prendre des risques. Tu peux pas rester dans le même tempo tout le temps, à faire les passes, à contrôler. Et ça, c'est bien. Et après, une fois que tu as réussi à avoir ton but, ou tes 2 buts, bah là, tu retournes dans le contrôle. Et c'est ça qu'on doit faire mieux, en fait. Parce que tu regardes, ça me rappelle le Manchester United, la grande époque de Ferguson. Ça me saoule de dire ça, mais voilà, ils étaient bons. Ils avaient un truc de quand ils perdaient ou quand ils avaient besoin d'un but, tout d'un coup, c'était le chaos, quoi. Ils mettaient la pression, ils balançaient des centres, des ballons vers l'avant sans se poser de questions. Et soit ça marchait, soit ça marchait pas, mais ça marchait quand même souvent. Parce que l'adversaire se retrouvait sous pression et flanchait. Donc, ouais, très content. En plus, on s'impose physiquement. Et tu vois, par exemple, contre Forest, on ne s'est pas forcément imposé physiquement. Bon, un peu quand même, je veux dire. On n'a pas forcément eu besoin de s'imposer physiquement, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'adore avec cette équipe d'Arsenal, c'est qu'ils contrôlent, ils sont techniques et tout. Il y a peut-être une petite réserve sur les constructions des attaques et la création d'opportunités. Mais en tout cas, si l'adversaire il décide, ah bah moi je vais rentrer dans un jeu physique, on fait OK, on répond et presque on prend le dessus physiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, quand on parle d'être un fan du passé. Quand même quelque chose qui a remarqué aussi, c'est que si l'adversaire il décide bah tiens je vais y aller comme un bourrin parce que ce sera ma force contre cette équipe qui a coûté plus cher et qui a plus de talent, et ben non, on te répondra physiquement et on s'imposera. Et je trouve que dans ce match-là, on s'est aussi imposé physiquement, un peu avec Gyökeres qui est quand même un bon bourrin. Notre milieu, clairement, Zubimendi, Rice et quand même Rice, Merino surtout, et même Zubimendi dans une certaine mesure. Et surtout, ce dont je voudrais parler maintenant, notre défense, qui est quand même phénoménale. Alors là, je dis notre défense parce que je dis notre ligne arrière et Raya, mais en fait, le fait qu'on a encaissé qu'un seul but sur 5 matchs et que ce but, c'est un coup franc de 32 mètres, lucarne rentrante, c'est pas seulement dû à nos 5 arrières, c'est aussi dû à toute l'équipe et tout un système. Donc ça, voilà, je dis, j'ai un peu du mal avec Arteta et sa manière de coacher les attaques et la création d'opportunités devant, peut-être trop conservateur, mais par contre, le revers de la médaille, le pendant, c'est qu'on est une défense impressionnante. Enfin, une équipe qui, sans le ballon, est extrêmement impressionnante. Je pense que la première ligue, ça va se jouer entre la meilleure attaque contre la meilleure défense. À voir qui l'emporte. Bah, on n'a pas une attaque pourrie non plus, parce qu'on a quand même... Il y a un match où on n'a pas marqué, mais on a mis... le premier match, c'était 1-0, d'accord. On a quand même mis 1-0, après on a mis 5-0. Mais rappelle-toi, il y avait juste un truc, jusqu'à hier, on avait débloqué tous les matchs grâce à un coup de pied arrêté dans une certaine mesure, tu vois. C'était pas vraiment de la construction pure. Après, c'est parce qu'on a différentes armes. Mais une fois qu'on débloque, on est très bon. Hein. Mais à voir si on arrive, comme on a dit, quand on sera dos au mur. Les autres années, on a eu du mal. Non, mais je crois que ça fait 2 saisons qu'on a la meilleure défense du championnat. La saison dernière, la saison d'avant. Hein. Là, pour l'instant, on a encaissé un but en 5 matchs et c'était un coup franc 30 mètres qu'il va jamais remettre de toute sa carrière sur votre side. Bah, c'est vrai, hein, je sais pas s'il en remet un dans toute sa carrière, c'est déjà bien. Donc, oui, là, c'est bien. Et
Après, franchement, j'ai du mal avec le. Je comprends l'argument de ouais, on est nul, enfin on est nul, on n'arrive pas à se créer des opportunités, on est trop dans le contrôle, on est trop défensif ou trop conservateur. Je comprends cet argument. C'est juste que, en fait, j'ai tellement un passif, un trauma de Arsenal sous Wenger, la fin des années Wenger. On est excellent en attaque, on fait des combinaisons incroyables avec Ozil et tout ça. Mm. Mais à côté de ça, en défense, on se fait toujours avoir en transition. Dans les gros matchs, on se fait avoir. On gagne jamais contre le Big Six, contre le top 6. On est connu pour être une équipe qui flanche, qui en défense sont un peu faibles, qui sur coup de pied arrêté sont vulnérables, sur touche longue sont vulnérables contre Stoke avec Delap paire. Et en fait, d'avoir une équipe d'Arsenal comme ça, qui est aussi solide défensivement, aussi dur à battre. Arteta a eu le même trauma que toi, donc voilà ce qu'il a. Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis trop content qu'on ait ça. Après, oui, j'aimerais bien qu'on soit meilleur en attaque parce que c'est peut-être ça qui nous aurait fait gagner le championnat. Mais en même temps, voilà, comme je l'ai dit avant, la saison 23-24, on était excellent en défense. Il y a des moments où c'était un peu conservateur, c'était un peu compliqué. Mais on a vu que ça pouvait se débloquer et qu'on pouvait mettre plein de buts parce que je crois qu'on avait la deuxième meilleure attaque. Je crois qu'on avait 88 buts et City 91. Donc en championnat en 23-24, donc c'est pas impossible quoi. Et surtout la saison dernière, ce qui nous a fait un peu perdre, ce qui nous a fait être deuxième, c'est pas que le fait qu'on n'arrivait pas à se créer des opportunités, tout ça. Enfin c'est ça, mais indirectement c'est les blessures qu'on a eues parce qu'on s'est retrouvé sans Havertz, sans Saka, à un moment sans Martinelli. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Sans Odegaard au début, c'est compliqué de trouver de l'alchimie entre les joueurs quand ils sont tous absents à un moment ou à un autre. C'est ça aussi qui a joué. Donc c'est pas juste le côté conservateur de Arteta qui a fait ça quoi. Oui, donc, juste un moment. De toute façon, ça, l'attaque, moi, là, je voulais surtout parler de la défense. J'ai juste mentionné l'attaque en passant, comme c'est une réserve que j'ai. Mais à un moment, on verra comment ça se développe l'attaque, mais on va pas toujours trouver des excuses à l'attaque. C'est aussi, il y a un mode de jeu qu'on voit qui est frustrant, mais voilà, qui nous permet à côté d'avoir une défense qui, pour moi, maintenant, avec l'ajout de Mosquera, dont on doit parler absolument, et aussi peut-être d'Hincapié, qui a l'air quand même pas mal, on n'a pas vu énormément, mais qui a l'air pas mal, je pense qu'on a une défense qui maintenant est tellement bonne qu'on peut battre le record de Chelsea, comme on a dit, et je pense que c'est cette plateforme-là qui va nous permettre de gagner la Ligue. Donc entre meilleure attaque contre meilleure défense, contrairement à l'année dernière, pour moi, cette fois-ci, ce sera la meilleure défense qui gagnera la Ligue. Bah, j'espère. Mosquera, 15 millions. Excellent. Et c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être aussi bon à 21 ans. Surtout qu'aussi, je pense qu'il joue bien. Il y a un côté où, comme il est espagnol, il connaît Raya, il connaît Zubi. Enfin, il connaît. Je crois qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont joué en équipe nationale, mais un côté. Il connaît. Il y a le côté Merino, Zubimendi, Raya, Mosquera. Oui, c'est sûr qu'il y a une Spanish connection. Dans il y a une cette Spanish connection, Arsenal. et ça, c'est plutôt bien parce que tu sens que je pense que ça doit aider pour son intégration et pour il doit se sentir plus à l'aise peut-être. C'était pareil avec Zubimendi qui parle pas bien anglais et qui se retrouve pas dans un club complètement perdu. C'est quand même cool à Leeds. Mais non, mais t'arrives à Londres et t'as Arteta qui vient te faire des pinchos le soir chez toi. Bah c'est cool quand même. ouais. Non, voilà. Du coup, Gabriel excellent encore une fois. Timber incroyable. Calafiori bon, après c'était peut-être pas nécessaire de le faire jouer 90 minutes, mais bon, ça c'est autre chose. Franchement je l'aurais sorti avant là. Moi j'en ai marre que Calafiori se blesse tout le temps. C'était 2-0 à un moment, sors-le. Hincapié, on dirait un garde, on dirait qu'il a 2 bracelets en fer, en or et un sabre. Un garde dans un jeu vidéo. Un garde dans un jeu vidéo, tu sais, dans les jeux vidéo où tu parles au personnage là. Et parce que je sais pas si c'est sa coiffure, on dirait tu sais, c'est tellement bien fait, et puis il a une tête un peu carrée, c'est tellement son net. bouc, on dirait que tout est net, et en plus il a le regard un peu méchant, mais en même temps plus guerrier, tu vois. Mais sinon footballistiquement, j'ai pas grand chose à dire vu que je l'ai pas vu assez jouer. Norgard, première apparition, plutôt pas mal. Il les a un peu saoulés 2-3 fois là, il leur a fait 2-3 fautes. Il les a un peu mais surtout, embêtés. il perd pas la balle, ce mec, quoi. Il perd pas la balle. Faut lui faire faute pour lui prendre la balle, quoi. Ensuite,
Ouais, Zubimendi, ce qu'on l'a dit, mais il était excellent. Merino aussi, bon, on l'a dit au début. Ouais, non, mais bon courage pour nous mettre des buts. Hein. Bon courage pour nous mettre des buts. Euh, Après, voilà, faut pas s'emballer, c'est le début, mais ouais, c'est incroyable. Et là, sans transition, le dilemme, ça va être est-ce qu'on fait jouer Mosquera ou est-ce qu'on fait jouer Saliba contre Manchester City? Et ben voilà, parlons de ce match qui arrive dimanche, heure de France à 17h30. Arsenal, Manchester City en direct de l'Emirates Stadium. Franchement, moi, je mets Mosquera juste pour ne serait-ce que pour faire entrer Saliba plus tard et pas le précipiter après sa blessure. Il n'y a pas besoin de le rusher, surtout que c'est la cheville, donc laisse-le bien s'entraîner et revenir. Alors, Je pense qu'Arteta mettra Saliba. c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'hier, c'est toi qui disais qu'il faudrait mettre Saliba. Non, je disais Arteta va mettre Saliba. Ah, ouais. Et pareil Ouais. aussi, on ne s'est pas posé une question hier, mais il faudra savoir si Saka est de retour. Est-ce qu'on le précipite ou est-ce Non. qu'on remet Madueke? En fait, c'est ça aussi d'avoir le luxe d'avoir Cette profondeur. Ouais. cette profondeur d'équipe. C'est que t'es pas. Avant, on était obligé. Genre, tu vois, avant, si t'avais pas Madueke, bah, le match contre City, faut gagner, bah, faut mettre Saka. Et du coup, Saka, après, il est pas en forme ou il risque de se reblesser. Là, franchement, il n'y a pas besoin de le mettre. Oui, ce serait bien d'avoir Saka à 100%, mais il sera pas à 100%. Donc, ça sert à rien de le faire jouer. Et on a l'option, peut-être, de le faire entrer je sais pas, à la 70e. Pareil pour Saliba. On le met pas, on fait confiance à Mosquera et à la limite, si on a besoin, on peut le faire entrer à un moment en renfort ou alors à la place de Mosquera, on verra. Même si ça se fait pas trop de changer le défenseur central. En tout cas, Arteta le fait pas trop. Donc ouais, mais pour moi, après Mosquera, il a quand même joué 2 matchs là, 90 minutes. Ouais, et Deux surtout matchs. Saliba, s'il y a un joker contre Haaland en forme, c'est Saliba. Ouais. Donc, Bon, après, on a Gabriel quand même. Ça, je suis content parce qu'il va Ouais. l'embêter. Après, les défenseurs centraux, en général, ils peuvent enchaîner les matchs. Oui, il Enfin, court pas tant que ça. Hein. Enfin, ouais, si, ils doivent quand même courir. Hein, t'as vu notre ligne, comme elle est haute, et ils doivent courir, on se rend pas compte. Mais... Parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas, mais à chaque Mais fois. quand on domine, il passe quand même beaucoup de temps Ouais, à marcher. ouais, C'est vrai qu'ils sont assez investis dans le jeu, mais ils doivent pas faire des longues courses, quoi. Et en Ouais, fait, c'est ils doivent vrai. faire comme Rudiger. C'est sûr que quand il y a une contre-attaque, ils doivent galoper pour récupérer. C'est pour ça que c'est cette plateforme à la Rudiger, à la Sergio Ramos, c'est ce qu'adore le Real Madrid et c'est ce sur quoi on doit compter nous aussi avec nos défenseurs excellents là. En tout cas, Il faut le dire quand même, Gabriel. Attends, parce que là, Gabriel, là tu le dis par rapport à Haaland, on l'a pas assez mentionné quand on a parlé de la défense. C'est-à-dire qu'il doit quand même faire le taf de 2 personnes quand Calafiori monte. Il doit s'occuper de gérer son rang à lui et le rang de Calafiori, il laissé vide. Et surtout, tu as remarqué un truc, j'ai l'impression que Gabriel rend les autres joueurs que tu meilleur. ajoutes assez bons ces derniers temps. C'est pour ça que Mosquera, il Mais bénéficie c'est pas d'avoir lui Gabriel à côté de lui. C'est pas lui le capitaine quand il n'y a pas Odegaard. Quand il n'y a pas Odegaard, je crois que c'est Gabriel capitaine. Ouais. Bah, C'est pour pas moi, c'est Rice. normal. C'est Non, pas Rice parce que. je crois que c'est Gabriel. Hein. Et pour moi, ça fait sens parce que ça se voit qu'il a une présence, tu vois. Il a un truc. En plus, il a un cri aigu, un cri de guerre Ça, c'est aigu, trop drôle. qu'on Même adore quand il entendre à demande le chaque fois. ballon, tu l'entends parfois, il fait comme ça. Quel est ton 11 de départ contre Manchester City? Bon, on a parlé des 2 positions clés, mais quel est ton milieu alors? Mais moi, j'avais pas fini avec Gabriel là. C'est pas Ah, juste. On lui pardon, fait... excuse-moi. Non, je dis c'est pas juste pour Gabriel. Je trouve que Il faut lui donner ses fleurs, quoi. non, mais en fait, on est tellement habitué à ce qu'il soit excellent que en fait, on le mentionne pas. Mais Bah, c'est comme Timber. c'est comme Timber. En fait, on a été pourri gâté. Mais ouais, excellent encore. Voilà. Bref. Mon starting 11. Alors attends. Bon, Gyökeres. Mm. À gauche. Alors attends, on va commencer par la droite. Madueke. Ok. Saka sur le banc s'il est de retour. À gauche, franchement, j'hésite. Alors, ça va pas être bizarre peut-être, mais j'hésite entre Trossard et Martinelli. Martinelli parce que tu sais qu'il va défendre, parce qu'il est bon en transition, parce que là, il a été un peu galvanisé par son but et son assist. Après, parce que pour moi, si tu remets Eze, il faut trouver un moyen que ça marche. Et est-ce qu'on l'a trouvé? Je sais pas. En milieu, pour moi, bah justement, en milieu, moi je mettrais Rice, Zubimendi et je mettrais numéro 10, Eze.
Et ensuite, je mettrais Calafiori, Donc Gabriel. Rice, Zubimendi, Eze. Ok. Ensuite, je mettrais, comment il s'appelle? Calafiori. Comment il s'appelle? Gabriel, Mosquera, Timber, Hmm. Raya. Donc en fait, c'est quasiment la même équipe. Sauf que Ouais. t'enlèves Merino et tu mets Martinelli, genre. Ouais. Enfin, t'enlèves. Euh, Ouais. Ouais, je mettrais Ouais, ça. ouais, 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 Alors ouais. après, le seul souci, c'est que ça fait beaucoup de matchs pour Timber. Ça fait beaucoup. Pas Timber, on n'a pas d'autre option, mais ça fait beaucoup de matchs pour. Bah, t'as l'option de mettre Saliba en défense centrale et Mosquera à droite. Ouais. Ouais, après ça peut être pas mal. Mais j'ai peur que Saliba soit un peu tôt pour lui. De toute façon, c'est sûr que Timber il sera là. D'ailleurs, Manchester City joue la Champions League jeudi soir, donc ils auront 2 jours de préparation en moins que nous. Et à cette époque de foot surchargé, on sait que c'est quand même un petit avantage. C'est même pas un jour, c'est 2 jours, c'est un bon avantage. Et puis ils ont pas une équipe. Ils ont une profondeur d'équipe, mais c'est pas comme avant où tu sais, chaque poste, ils étaient tous équivalents. Là, je Mm. pense qu'ils ont pas mal de postes où c'est encore des jeunes joueurs, tu vois. Ils ont moins le côté inévitable en plus, donc ça c'est bien. Ah En bah plus, ça. ils sont transformés là maintenant, ils ont Donnarumma. Alors Donnarumma, on sait qu'il nous fait des arrêts décisifs, comme ça a été le cas quand il était avec le PSG l'année dernière. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus, qui commence à prioriser un jeu de transition hyper rapide avec Reinders, Cherki, leur Marmouche, Savigno, tout ça. C'est une équipe qui est beaucoup moins dans le contrôle, ce que nous, on a pris. Et eux sont devenus beaucoup plus une équipe de récupération, transition, percussion. Donc, je vais voir, je me demande, Ouais. mais j'espère qu'on va réussir à gérer ça. Et rien que pour ça, je pense qu'il mettra un milieu Zubimendi, Rice, Merino, une nouvelle fois. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils arrivent pas trop. Là, le début, c'est difficile, donc ils sont un peu obligés de jouer en transition. Ou est-ce que c'est un peu comme il avait trouvé la formule un peu en 22-23 quand il venait d'avoir un land où il jouait un petit peu moins en contrôle pour se laisser Ouais. quelques fois des moments où il jouait purement en transition avec Haaland, avec De Bruyne Haaland. Mais pour moi, ça reste quand même City et Guardiola, c'est son. Voilà, c'est comment dire. Moi, ils me font peur à chaque fois, hein. Ils me font très peur. Oui, Donc, c'est ça. Moi, de toute façon, City, ils font encore peur. Et c'est encore Guardiola et ils ont encore des joueurs excellents. Ils ont Haaland, ils ont plein de super bons joueurs. Mais pour moi, ils sont un peu en phase de transition. Ils ont plus De Bruyne. Et pour moi, ça, c'est quand même énorme parce qu'on se rend pas compte à quel point De Bruyne, c'était un joueur. Je pense que s'ils n'avaient pas eu. Ils n'étaient pas tombés sur De Bruyne. Même si c'était Guardiola, tout ce que tu veux, il aurait peut-être gagné le titre, mais ça aurait pas été ça aurait pas été une dominance aussi claire. Parce qu'en fait, quelque part, il a eu de la chance. Enfin, de la chance, je sais pas. Et s'ils avaient voulu, ils auraient acheté le meilleur joueur du monde à un moment. Mais De Bruyne, je pense c'était le X-Factor, tu vois. C'est-à-dire que tout allait bien, les tactiques, tout était parfait. Mais lui, il apportait le petit truc en plus qui faisait que dans les matchs où ça allait pas trop, ou les gros matchs et tout, il était là et c'est lui qui débloquait tout, tu vois. Et ça, ils ont plus ça. Et moi, je suis assez content. ouais. En tout cas, le seul inconvénient d'avoir 2 matchs, 2 jours de préparation en plus, c'est que nous, en tant que fans, on a 2 jours de plus pour stresser en pensant au match qui arrive. Donc là, tous les soirs, on va y penser. Non, moi, je m'en Euh, fous, j'y pense pas. Sur ce, je pense qu'on est bien là. Hein. Ouais. Bah, après, il y a Port Vale, hein. Port Vale Quoi? en Carabao Cup. Ah oui, après, il y a Port Vale et là, on espère qu'on verra du roulement, mais on aura l'occasion de parler de Port Vale Ouais, après le match contre on City. s'en fiche. Ah non, pardon. Le petit voyage à Stoke-upon-Trent, au Voilà. Port Vale. Bon, bah voilà. Hein. Hein, comme on dit, Ciao les petits gunners. ciao les petits Gunners. Ciao, ciao les petits Gunners.